Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Inner Voyage, un espace de partage et de liberté. Nos invités nous racontent des expériences uniques, celles qui leur ont permis d'ouvrir les portes de leur psyché. À travers leurs histoires personnelles et intimes, ils partagent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, les espaces de leur inconscient qu'ils ont pu visiter, comment ce voyage les a déplacés et en quoi cela a changé leur rapport au monde. Nous recevons Florian, professeur de yoga, artiste et musicien français qui vit et travaille à Bruxelles. Dans les années 1990, Florian a baigné dans la scène de la techno clandestine et des rave parties, où il a officié en tant que DJ et découvert une liberté qu'il a souhaité insuffler dans des engagements sociaux au sein du milieu carcéral notamment. Aujourd'hui, il nous raconte ses voyages à travers l'art, la techno et son activité de professeur de yoga. Au cours de cet épisode, vous entendrez des courts extraits d'un morceau de Florian. Bonne écoute! Bonjour Florian. Bonjour Anna. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et d'accepter de passer quelques minutes ensemble à discuter de ton parcours. Génial. Est-ce que tu veux te décrire en quelques mots ? Je pense être une personne curieuse, exploratrice, passionnée, à la recherche de nouvelles expériences. Très bien. Et donc tu es artiste protéiforme, multidisciplinaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton art, comment tu le vis aujourd'hui et comment tu le pratiques ? Alors, ça fait 30 ans donc je travaille dans le monde artistique, que ce soit de manière principale ou en second plan. Ça dépend des périodes. J'ai démarré donc par la musique, jeune, dans une formation classique de piano et de percussion, batterie. Puis après, donc, j'ai basculé vers le théâtre. J'ai eu toute une formation de théâtre de comédien pour rebasculer dans la musique. Donc là, je te parle, c'était déjà adolescent, 18-20 ans. À partir de là, j'ai vraiment démarré tout un parcours de musicien avec plusieurs albums. Mais dans ce chemin d'artiste, on accepte beaucoup d'opportunités, etc. Et j'ai navigué entre la musique et le théâtre et des propositions hybrides, tu vois, du théâtre musical ou de la musique théâtralisée, etc. Donc, j'ai eu pas mal de formations, en solo, en duo, en trio, en quatuor, etc. Je suis passé par beaucoup de styles aussi différents, mais il y a juste à partir du moment du confinement où j'avais toujours la passion, mais un peu secrète comme ça, du dessin. Et j'ai recommencé à dessiner et à peindre. Et là, ça fait donc, je pense, 3 ans que je me suis mis à la peinture. Et sur la musique, qui est donc le premier art vers lequel tu t'es dirigé, comment est-ce que ton rapport a évolué avec la musique et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Moi, ce que j'adore dans la musique, c'est son pouvoir de transformation, c'est-à-dire vraiment son pouvoir de manipulation. C'est-à-dire, tu peux, un jour où tu es vraiment pas bien, tu peux mettre une musique qui va te transformer complètement. Ça vaut des fois, je sais pas moi, 1001 discussions avec je sais pas qui. C'est le pouvoir de la musique. Donc moi, ce que j'aimais déjà quand j'étais jeune, c'est qu'il y avait une petite salle qui s'appelait Octopus et où j'allais vraiment louer des vinyles tout le temps. Donc j'ai toujours eu un esprit hyper chercheur. Je pouvais écouter autant de la musique d'église que du classique, que de la chanson française, que du métal, que vraiment j'ai eu toujours Et donc quand j'ai voulu à un moment donné faire mon premier album, je voulais faire déjà un projet hybride, sauf que j'adorais écrire aussi de la chanson française. Mais à ce moment-là, donc, j'ai connu la claque des rave parties. Et donc, le premier album que j'ai réalisé, c'était quelque chose d'assez spécial, en fait, finalement, à l'époque, qui n'est pas du tout spécial maintenant, c'est-à-dire de la pop électronique, quoi. C'est des textes chantés, parlés en français sur de la musique électro. Mais j'ai eu cette claque de la techno, quoi, à l'époque, et des rave parties. Comment tu décrirais cette claque ? En quel sens est-ce que tu as reçu cette claque ?
Elle s'est faite donc dans des conditions particulières avec des substances, hein, une espèce comme ça d'orgasme et d'extase immédiat, et surtout une compréhension d'une nouvelle musique. Quoi, c'est rare en fait les mouvements musicaux, les nouveaux mouvements. On le voit quoi. Dans l'histoire de la musique, il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup de choses hybrides, mais quand quelque chose vient casser radicalement l'histoire de la musique, tu te dis waouh! Et donc, c'est vrai que j'allais dans des soirées un peu house, techno, tout ça, etc. Mais voilà, au moment où j'étais avec des amis, où c'était un jour de l'an, et puis on a pris un extra, là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est vécu de manière très, très intense. Et à partir de là, c'est vrai que ma vision de la musique a basculé complètement. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait une rave, comment est-ce que comment tu décris ça comme une expérience collective? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un endroit de catharsis, c'est un endroit d'amour, d'union, d'unité totale, où il n'y a plus d'inégalité sociale. Donc ça, en tout cas, je dis bien à l'époque, c'était vraiment un endroit où on acceptait tout le monde, où tout le monde était accepté, et que ce soit avec ou sans drogue, quoi. Les gens pouvaient se sentir libres, et puis tu voyais le regard des autres, tu voyais les autres, et puis c'était c'était une forme de. Ça devrait être la réalité d'ailleurs, mais c'était une forme de paradis sur Terre. Hein. Au-delà, en plus, ça décuplait tous tes sens, tous les organes des sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et puis par-dessus ça, il y avait la musique. Moi, j'étais déjà très sensible à la musique, donc ça ne veut pas dire que j'aimais toute la musique. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître les Spiral Tribe. C'était une chance quoi, de connaître cette tribu anglaise qui créait une musique à la fois douce et violente. C'était une tribu. Et nous, on a connu tout le process de la rave party à l'ancienne, c'est-à-dire il n'y avait pas de GSM, il y avait peu d'informations, on avait l'impression d'être un tout petit milieu qui se connaissait, qui se disait des trucs de bouche à oreille. Et puis finalement, c'était tout le chemin aussi pour aller en rave party qui était aussi excitant que la rave en soi. C'était comme un jeu de piste, quoi. Rendez-vous dans tel bar, et puis on se connecte avec 3-4 personnes. Il y avait toujours des moments où tu rencontrais des nouvelles personnes. Puis je pense aussi qu'il y avait aussi cette forme de danger aussi avec la police, des endroits illégaux. Donc tu sais pas où tu vas, tu es un peu embarqué dans un truc, c'était assez excitant. Mais quand les Spiral étaient là, tu savais que ça allait être monumental. Ça, tout le monde, c'était des stars. Underground, mais c'était des stars. Je dis pas que j'ai fait que, pas du tout. Mais pour moi, c'est vraiment la référence absolue, quoi. Parce que eux, donc, c'était un collectif britannique qui se produisait partout en Europe? Qui se produisait partout en Europe. Après, bon, je pense qu'il y avait des sous-divisions, mais à un moment donné, ils ont vraiment tourné beaucoup en France. Je sais qu'après, ils sont allés aux États-Unis parce qu'avec Sarkozy, c'est devenu illégal. Cette tribu-là a fait plein de petits bébés, donc il y a eu plein de tribes à un moment donné partout. Parce qu'une tribe, du coup, c'est un groupement de personnes qui organisent des raves avec un style de musique particulier? Alors au début, donc, c'était des tribus comme des familles, quoi, hein, et même des fois même des familles avec des enfants. Donc c'était vraiment aussi une manière de vivre. Donc ça te proposait socialement autre chose. Et ça, moi, ça m'a. Bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais signé dans une grande major et que je vivais deux choses complètement opposées. C'est-à-dire, d'un côté, un monde hyper business, hyper capitaliste, où tout est formaté, où tout doit être contrôlé. Et de l'autre côté, je me retrouve dans un lieu hyper libre, où il y a un lâcher-prise total. Et je me dis, en tant que musicien, qu'est-ce que je dois choisir ? Où est mon camp, quoi? Où est ma place? Et d'ailleurs, j'ai jamais choisi ni l'un ni l'autre, finalement. C'est pas un non-choix, hein, mais c'est juste ma position, parce que
j'aime pas non plus les extrêmes et que certaines fois j'ai vu des extrêmes aussi qui me correspondaient pas, quoi. Connu ou pas, si t'as pas vendu tant d'albums, tu peux dégager, quoi, tu vois. Donc je me retrouvais quand même dans un monde hyper formaté, alors que moi, en plus, à la base, de par ma nature et ma personnalité, je suis quelqu'un, je pense, de relativement très très libre. Donc j'arrivais dans quelque chose pour moi qui me paraissait très très emprisonnant, quoi. Et le hasard a fait que et c'est pas un hasard, moi ce qu'il faut savoir, j'ai commencé le mix en tant que DJ à un moment donné où j'ai été frustré par ce fonctionnement de maison de disques. Et par contre, là, ça a été hyper vite, c'est devenu hyper fluide. Autant j'étais frustré en tant que musicien, auteur, compositeur, interprète, mais autant au niveau DJ, j'ai démarré très vite et ça a fonctionné très vite. Et justement, dans les raves, est-ce que tu as fait le DJ ou est-ce que toi, tu étais plus à participer en tant que... à recevoir? Me dire que tu peux autant donner de plaisir aux gens par le biais de la musique, je me disais, ça doit être une expérience folle, quoi. Puis à ce moment-là, moi, j'étais dans une chambre de bonne à Paris avec mon meilleur ami qui devenait DJ. On était enfermés tous les jours, 8 heures par jour, à mixer ensemble, pour pouvoir vivre de ça, quoi. Et les deux se mélangeaient, donc c'était saisir l'opportunité de pouvoir mixer quelque part et à la fois continuer les raves parce qu'on adorait ça. Mais après, il y a eu une évolution dans les raves, c'est-à-dire que les raves au début, c'était tout le monde aussi était maquillé, déguisé, aussi pas les spirals, hein, aussi dans les spirals, mais dans d'autres raves, c'était très fun, quoi, aussi très très fou, quoi, très délirant aussi dans le sens rave, quoi. C'est après que c'est devenu beaucoup plus codifié, beaucoup plus je crois dans les années 2000, il me semble, où c'est devenu des styles, les clubs sont revenus à la mode, voilà. Et les raves, juste, c'était dans quel type de lieu? Parce que j'arrive pas du tout à imaginer si c'était genre dans le bois de Vincennes, en plein milieu de la nuit, ou c'était dans un hangar désaffecté. Enfin, physiquement, c'était dans quel type de lieu? Ça pouvait être tous les lieux, mais c'est vrai que moi, ce que j'adorais, c'était les lieux les plus improbables. Ça pouvait être au fin fond d'une colline, à côté d'un aérodrome, dans l'arrière-pays de Béziers, où il te faut 2 heures pour y aller, et tu te retrouves entre trois vallées, et tu as rien du tout. Tu as l'impression comme ça d'être dans un désert aride, et voilà, il n'y a que toi avec les gens et la musique. Ça peut être autant à la plage, mais pour aller dans cette plage-là, il faut traverser des chemins où ta voiture risque de s'embourber dans la mer. Tu vois, et c'était ça qui était aussi excitant. Non, moi je sais que, ou sur un bateau qui ressemble à... Tu vois, là, le film avec Johnny Depp, merde. Ah oui, le Pirate des Caraïbes. Voilà. Une rêve qui se trouve dans un bateau dans ce style-là. Ce qu'on aimait, c'était aussi la nouveauté, les lieux changés, quoi, aussi, hein. Mais plus c'était... Moi, j'ai commencé à aimer la nature grâce aux rêves. J'étais pas quelqu'un qui aimait la nature, pas du tout, j'étais citadin. La nature, j'en avais rien à faire. Et c'est les rêves qui m'ont fait aimer la nature. Mais je l'ai vécu vraiment comme ça, c'est-à-dire que on a des moments de musique, mais c'est tellement long que des fois, quand tu restes 2, 3 jours, tu as des moments de retrait. Donc, tu as des moments où tu es avec tes amis dans la forêt, et puis d'un coup, ben, tu redécouvres ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est qu'un lac, ce que c'est que se détendre, ce que c'est que la lueur du jour, le crépuscule, le silence, la nuit. Et ouais, vraiment, j'ai eu le goût de ça à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, une rave, ça durait 2, 3 jours ou ça pouvait durer plus longtemps? Ça pouvait durer une nuit, ça pouvait durer une semaine. Mais oui, c'est une vie aussi en communauté, une vie où il faut boire, il faut manger quand on en a envie. Et puis, surtout, les uns prennent soin des autres aussi. C'est pas... il y avait beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Mais moi, j'ai jamais entendu des questions tu vois, de violence, pas du tout. On n'était pas là-dedans. On n'était pas là-dedans.
on était juste, il y avait quelque chose de l'ordre du plaisir, de la joie d'être ensemble, de partager de la musique et de faire la fête ensemble. Mais je pense comme dans les périodes primitives, quoi, tu vois, c'est en nous tout ça. C'est juste un moment retrouvé des choses qui devraient être naturelles. Mais il n'y avait pas, non, 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 les seules violences qu'il y avait finalement, c'était avec la loi, avec la police, euh, avec les descentes des flics. Et la violence, elle était là, mais moi, j'ai jamais vu de... Très peu. Et les substances que vous preniez, c'était pour atteindre un autre état de conscience un peu à un niveau collectif, ou c'était plus pour se connecter avec la musique d'une façon plus sensorielle? Enfin, il y avait une recherche spécifique avec les substances, ou ça faisait aussi un peu partie de la culture de l'époque? Moi, j'ai adoré danser, donc depuis jeune, donc j'avais pas besoin de substances pour avoir envie de danser. Mais tu sais, des fois, les périodes ont leurs substances. Tu vois, par exemple, en club, on buvait de l'alcool, quoi, tu vois, ou puis après, ben, il y a eu l'ecstasy, tu vois, ou le MD. Moi, j'étais plus là-dedans parce que forcément, il y avait une notion d'extase, d'amour aussi très fort, et surtout de rapport hyper intime avec la musique. C'est-à-dire que tu étais vraiment seul et avec les autres. Il y avait vraiment cette idée de connexion très fort de son intériorité, mais tu sentais que les autres étaient avec toi. Donc, ouais, parce que moi, ça m'a aidé aussi à apprécier cette musique et à comprendre et à ressentir la musique répétitive, qui n'était pas une musique à un moment donné que j'aimais particulièrement quand j'étais jeune, quoi, tu vois. J'écoutais pas, moi, de la house à 14-15 ans, je l'écoutais plus tard à 20-22. Mais dès que je l'ai ressenti, et certainement aussi grâce au MD, mais pas que, j'ai basculé, je voulais écouter que ça, quoi, qu'à un moment donné, et je n'écoutais que ça. C'est juste par la suite où j'ai changé, évidemment, mais comme tout, quoi, hein, tu te lasses de tout, tout a une limite, quoi, hein, aussi. Mais je pense que des fois, les substances te permettent de te mettre dans une fréquence euh, qui peut se marier avec cette musique. Oui, parce que tu parlais du pouvoir transformateur de la musique, donc peut-être que les substances viennent amplifier ce pouvoir transformateur, ou en tout cas te mettre dans un état où tu vas mieux ressentir cette transformation. Pour moi, l'idéal, c'est de l'avoir naturellement, hein, mais c'est vrai que si tu es bien entouré, si tu es avec des amis et que tu vas bien, c'est quelque chose qui peut, ouais, te connecter aussi avec cette musique pour ressentir des fois des émotions, mais de manière 1000 fois plus intense. Tu cherches l'intensité de toute façon. La musique techno, de toute façon, elle est créée de cette manière-là, avec des montées, des descentes, tu vois, elle est vivante, quoi. Elle fluctue. Donc, elle peut être douce, mélodique, hard, énergique. Et puis, tu as ce beat, quoi, qui ressemble au battement du cœur. Donc, pour moi, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'en reviens aussi au tribal, aux choses primitives, tu vois. Moi, j'ai eu la sensation, ça je m'en rappelle très très fort, de me déciviliser pour pouvoir me mieux civiliser par la suite. Tu te retrouves déjà dehors, donc les sensations sont différentes. Tu n'as pas de toit, tu es en contact avec les éléments, la terre, l'air, bon, les éléments. Tu es libre, quoi, aussi. Tu es libre d'être qui tu veux, quoi, aussi. Alors que tu n'as pas ce masque social que tu dois avoir aussi, forcément, dans la contrainte d'un travail quotidien. Là, je ressentais la liberté, beaucoup. Mais la liberté, des fois, qui pouvait me faire peur, du coup. C'est-à-dire, tu as aussi des limites, quoi, hein, aussi dans ce genre de liberté. Voilà. Et j'ai suivi après mon parcours de musicien, d'ailleurs d'une autre manière, c'est-à-dire que je suis parti de ces maisons de disques et j'ai monté un collectif pluriartistique. Et là, par contre, je pense que j'ai pris toutes les influences de ce que j'avais vécu en termes de valeurs et aussi artistiques des raves et des soirées techno que j'avais connues, mais qu'on a transformées
par ce collectif avec notre propre signature. C'est qu'il y avait des performances, il y avait des comédiens, il y avait de tout. Voilà, donc voilà, j'ai essayé de créer avec mes amis de l'époque quelque chose qui se situait un peu entre les deux univers. C'est-à-dire travailler dans des structures un peu plus conventionnelles, mais avec un esprit libre. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce travail que tu as fait dans le milieu social? Ben, c'est encore une opportunité en fait d'une amie à moi qui m'a dit est-ce que tu veux travailler à la maison carcérale de Rennes? Et je me suis dit tiens, un nouveau projet, en plus ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du théâtre. C'était un projet qui était fou parce que ça durait sur 2 années et je ne pensais pas à quel point ça allait changer quelque chose en moi. C'est-à-dire que, donc moi j'étais déplacé, hein, c'est-à-dire que c'est pas de la grosse techno avec, dans des prisons, pas du tout. Là on revenait au théâtre, c'est-à-dire aussi à la beauté du silence. Et tu sais, des fois tu vis des expériences aussi artistiques et sociales selon comment tu te sens quoi aussi. Et moi j'ai un rapport à la liberté et à l'emprisonnement très fort, mais du coup ce qui m'a hyper touché, je me rappelle, c'était la liberté qu'elle s'était créée à l'intérieur d'une prison. Et je me disais toujours, mais est-ce qu'elles ne sont pas plus libres que moi? Je crois que des fois les gens ne se rendent pas compte quoi, que même 5 ans enfermés, c'est juste quoi. Il faut s'imaginer déjà être 5 ans enfermé chez soi, déjà comment tu pètes un câble. Tu vois, avec le confinement, imagine quand même dans un lieu. Donc elles sont quand même avec d'autres problématiques, avec tout ce que ça génère aussi, comme peur, angoisse et comment dire, trouble d'être enfermé. C'est pas naturel quoi. On est des chasseurs-cueilleurs hein, à la base. Hein. On n'est pas fait pour être enfermés. Mais après, elles, leur espace d'enfant, peut-être que je l'ai vu chez certaines, cette femme qui dansait comme un cygne parce qu'elle avait dansé 20 ans dans son pays, dans un milieu professionnel, et qu'elle dansait plus, et que là, d'un coup, tu mets une musique, et tu vois que là, c'est son moment, quoi. Ou à un moment donné, tu as une fille qui chante comme Sinéad O'Connor, et tu as l'impression que c'est un oiseau qui chante, et d'un coup, ça devient hyper poétique et hyper beau. De plus, avec l'environnement, tu te dis, waouh, c'est quand même fort, quoi, ce qui se passe là, quoi. Comment tu en arrives au point de te dire, elles sont peut-être plus libres que moi? Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que le fait qu'il y ait peu de choix, d'autant plus quand tu es incarcéré, c'est que tu vas essayer euh, de profiter d'autant plus de ce qu'on te propose. C'est très compliqué les maisons carcérales aussi dans leur fonctionnement, leur organisation, dans les rapports de pouvoir aussi. Voilà, et c'était des femmes, on a fait donc 2 ou 3 projets ensemble, et c'était beau, quoi, voilà, de les voir. Et de voir qu'à travers la création artistique, tu pouvais voir dans les yeux d'une personne autant c'est pas de gratitude, mais tu vois, de bonheur, de plaisir, Ben moi, ça me suffisait, quoi. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire dans un petit coin de ma tête, j'ai peut-être quelque chose à faire dans le milieu social. Ce qui s'est passé, j'ai eu des problèmes de santé assez forts par la suite qui m'ont encore vraiment remis en question. Et du coup, bah, ça a basculé. J'ai été coordinateur de maison de quartier. Et là, tu es vraiment dans le... Je dis pas le vif du problème, quoi, mais tu es dans un quartier. Et donc, tu es dans une vie de quartier. Là, tu dois répondre aux besoins des quartiers. C'est-à-dire, ça peut être problème de voisinage, ça peut être n'importe quoi. Soutien scolaire, ça peut être quelqu'un qui vient, qui peut proposer un atelier. C'est une vie de village. Tu sais, moi j'avais l'impression d'être des fois que la maison de quartier avait remplacé le rôle de l'église. Donc du coup, à la fois ton parcours de musique, puis dans le milieu carcéral, puis dans la maison de quartier, c'était toujours toi en interaction avec les autres, toi en interaction avec le groupe. Oui. Donc qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi ou sur le groupe? Enfin, est-ce que tu avais des idées préconçues sur toi et la communauté qui ont été complètement anéanties par ton expérience? Ou est-ce que tu as des nouvelles idées qui sont
des nouvelles façons de voir une coexistence au sein du groupe qui sont apparues? Moi, j'ai des forces qui sont vraiment paradoxales par rapport à ça, c'est-à-dire à la fois positives et négatives. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la vie, quoi. C'est l'autre. Hein, c'est-à-dire, quoi, l'enfer, c'est les autres, quoi, aussi. C'est-à-dire, et en même temps, c'est tout l'enjeu, quoi. Seul, tu fais pas grand-chose. Tu fais, mais tu fais pas grand-chose. Quand tu es dans un groupe et quand un groupe fonctionne, tu peux abattre des montagnes. Inversement, seul des fois, tu avances un travail hyper vite et avec un groupe, ça peut être l'horreur. Moi, j'ai été finalement à travers la mise en scène, à travers ces projets, à travers la maison de quartier, à travers le travail de coordinateur ou même de la gestion d'une organisation artistique. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait de la coordination toute ma vie, hein. Et même par la suite, en étant prof de yoga, quoi. Mais c'est toujours les mêmes dynamiques, c'est-à-dire comment tu peux mettre en lien les gens dans une optique commune et après par la suite avec l'expérience dans des valeurs communes. Quelles sont nos croyances? Le groupe reste complexe, mais le groupe c'est une force. Voilà, je crois que nous sommes tous un, mais en même temps que l'expérience de la dualité fait partie de l'unité. Tu as une façon de faire de l'art qui est aussi une forme de quête de soi, mais à travers le groupe. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que même DJ, on pourrait dire, enfin tu disais que tu passais 8 heures chez toi à travailler sur tes mix, mais au final, c'est dans une expérience de communion avec l'autre, au sein d'une transe un peu collective en rave, que tu le vis. Ouais, il y a toujours eu ce besoin de partager avec les autres quelque chose de fort, une expérience, qu'elle soit musicale, artistique, n'importe quoi, humaine, comme une retraite de yoga qui se passe très bien. Et on peut se retrouver le dernier jour à faire la fête ensemble, ou même méditer ensemble, et tu sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a une connexion entre les autres, quoi. Donc, moi, je suis toujours un amoureux de l'amour, donc ouais, c'est quelque chose, c'est pas véritablement quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui est arrivé malgré moi, en fait. Au début, je voulais juste faire de la musique, quoi, tu vois, mais la musique, c'est une expérience collective. Comment est-ce que tu es arrivé vers les pratiques du bien-être, vers le yoga? Comment est-ce que tu es... Donc tout est imbriqué. Donc, à quel moment est-ce que ce pan-là est sorti plus particulièrement? J'ai l'impression qu'on vit tous des cycles comme ça. Hein, tu vois, bon, on dit que des fois c'est 7 ans, etc. Qu'à un moment donné, au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui doit se modifier. Bon, moi j'ai toujours gardé l'art de toute façon en règle générale, soit de manière centrale, soit en périphérie, tout le temps, parce que j'ai besoin que mon esprit crée, c'est vraiment mon oxygène. Mais à un moment donné, donc, quand moi, pour la première fois, je travaillais entre guillemets comme quelqu'un de normal, quoi. Quand je suis arrivé en Belgique, dans des structures normales. Ça a été assez compliqué pour moi parce que j'ai vécu avant 20 ans de liberté en tant qu'artiste. Donc, même si tu travailles pour des structures. Donc, c'est vrai qu'à la fin donc, de cette période de cycle social, il y a aussi un stress de l'entreprise que j'ai vraiment ressenti. Aussi les stress que beaucoup de gens ressentent. Il faut du résultat, quel que soit le milieu. Les rapports hiérarchiques qui peuvent bien ou mal se passer. Des communications qui peuvent aller mal comprises. Et moi, donc, c'est un moment de stress où j'ai voulu passer par une activité qui passait par le corps. Et c'est un ami qui m'a amené faire du yoga. Et là, des fois, c'est vraiment immédiat, c'est-à-dire qu'il suffit que tu tombes sur le bon prof et une pratique, et puis surtout un effet, quoi. Après 1h30 de séance, tu te dis, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que il s'est vraiment passé quelque chose, j'ai dit, ouh, là, c'est mon truc. J'avais besoin d'un oasis quelque part. Tu sais, il y a toujours, moi, un rapport à l'enfermement et la liberté, quoi. Il y a un truc très fort chez moi sur ça, quoi. Tu vois, toujours besoin de trouver des voies libres. Mais peut-être que c'est à l'intérieur que je dois le trouver, hein, tu vois. Mais j'ai vu cette maison de yoga comme
comme une mecque, quoi. Et j'y suis allé 3 fois semaine, puis après 5 fois semaine. Mais pas du tout pour être prof, pas du tout. Juste parce que ça me faisait du bien. Donc qu'est-ce que tu as découvert avec cette pratique que tu ne connaissais pas? Parce que tu l'avais expérimenté avec la danse aussi, ton corps. Peu, quoi, en tant que danseur, raveur, quoi, mais pas en tant que danseur, tu vois, Ouais. contemporain. Quoi, peu d'expérience, mais je suis pas danseur, quoi. Mais moi, je revenais d'une vie aussi de musicien, quoi. Donc, tu vois, avec tous les excès que ça peut avoir, ou en tout cas le côté bon vivant qu'il peut y avoir dans le milieu de la musique et du théâtre. Mais voilà, après, de toute façon, je devais faire attention à ma santé. Ça, c'était une obligation, une priorité. Et, euh, et donc, du coup, à la fois, c'est cool parce que tu te dis, tiens, je m'assouplis, puis je sens mon corps, puis qu'est-ce que ça veut dire omoplate? Mais où est-ce que c'est que le sacrum? Puis en fait, tu te rends compte que tu connais pas ton corps. Tu te dis, mais mince, mais le foie, c'est où? La rate? Et tu te dis, mais je suis une merde en fait. Mais comment ça se fait? Ça devrait être naturel. C'est quoi le circuit digestif? Tu vois? Et tu te dis, je ne connais pas mon corps, quoi. Et c'est fou. Ça devrait être une priorité, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pour moi, donc de parce que je vivais, la santé est devenue une priorité. Et puis petit à petit, forcément, tu t'habitues, tu poses un rituel de yoga, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que si tu n'en fais pas, c'est que tu le sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc moi je suis arrivé à un moment de stress où je me sentais pas bien, le yoga m'a apporté une forme de bien-être aussi, un rituel, plus d'ouverture dans le corps, on conscientisait la respiration, puis je commençais la méditation, tu vois, donc je m'agitais de moins en moins, donc j'arrivais à supporter le travail dans lequel j'étais. Et puis petit à petit, c'est devenu une passion, et donc du coup, là, c'est devenu autre chose. Tu vois, c'est différent quand il va en tant qu'élève, juste pour kiffer, et puis pour prendre le cours. Et ça devient différent quand tu te dis, ah tiens, j'ai envie d'être en face, en fait, j'ai envie de... J'avais des mentors, des gens vraiment que j'admirais par leur parcours et par leur précision. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga Iyengar, c'est très précis. Donc est-ce que tu peux juste nous décrire le yoga Iyengar pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le yoga Iyengar, donc c'est basé sur les alignements. Ça a été donc conçu par BKS Iyengar, mais c'est pas lui qui a créé sa méthode, c'est ses élèves. Hein. Lui était quelqu'un d'extrêmement malade et qui a utilisé des supports pour pouvoir réaliser certaines postures, mais aussi pour pouvoir les explorer. C'est aussi comprendre les actions, les placements. C'est très créatif, ça change toutes les semaines, donc il y a quelque chose d'à la fois très fort, très léger, très créatif, très artistique finalement, moi je trouve, dans ce yoga-là. Et puis ça peut correspondre aussi aux gens qui ont des pathologies, ça peut être aussi du yoga thérapeutique, c'est très riche et varié. Et donc c'est toute cette variation aussi, cette richesse qui m'a plu. Voilà. Et j'avais des mentors qui faisaient que j'étais très admiratif devant mes professeurs et je voulais bien faire. Et à un moment donné, donc c'est tout simplement une fille de la formation qui m'a dit, mais Flo, tu manges yoga, tu bois yoga, tu ne parles que de ça, quoi. Moi, c'est vrai que mais c'était obsessionnel, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je lisais tout 10 fois. Et on m'a dit, alors que je m'en sentais pas capable, hein, mais demande quoi de faire la formation, parce que c'était 6 années de formation. J'étais quelqu'un de pas souple du tout. Vraiment, j'avais pas du tout le profil, quoi. Du tout, du tout, du tout. Et donc le mentor m'a dit, tu es un touriste avisé, j'ai envoyé un email, mais tu vas devoir beaucoup travailler. Et à partir de là, ben, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je pense que ça a été l'expérience la plus... de travail, en tout cas de formation, la plus exigeante de toute ma vie. Physiquement, mentalement, les deux? Ouais. On vient vraiment, ça se passe plus comme ça maintenant, mais on vient vraiment te chercher dans tes retranchements, quoi. C'est-à-dire, tu dois vivre ce yoga-là pendant 3 ans. À l'époque, c'était comme ça, hein. C'est-à-dire, tu dois fournir un nombre d'heures incalculable. Donc, c'est pas l'ordre de 200, mais plutôt de 2000, quoi. Et il y a forcément des gens qui sont partis au détriment de ta vie sociale, amoureuse, familiale. Moi, de toute façon, j'étais dans une période où je mangeais des graines et que
j'étais dans un vide absolu que je kiffais à 300%, donc ça m'allait bien. Mais là encore, j'ai commencé aussi à évoluer pendant la formation. J'ai vu autre chose aussi. En fait, on devait te voir, être là, on devait voir ton goût du yoga pour faire une préformation qui a donné à une formation. D'accord. Et j'ai été certifié en 2019. Okay. Voilà. Et depuis, j'enseigne depuis 7 ans, quoi. Et est-ce qu'il y a des éléments que tu vivais dans la rave ou dans le théâtre ou dans tes expériences sociales que tu retrouves dans le yoga? Complètement. C'est-à-dire que, en plus, c'est rigolo parce que des fois, il y a des élèves qui disent mais mon Dieu, mais comment tu as pu d'être d'un DJ techno devenir prof de yoga? Mais pour moi, en fait, il y a une telle similarité. Déjà, au niveau de la place, déjà, il y a une place, c'est toi qui gères. Que tu sois DJ, j'en sais rien, metteur en scène ou prof de yoga, c'est toi qui proposes ta vision. Déjà, donc, je pense que cette place, je l'ai aimée, quoi, aussi. Puis au-delà de ça, c'est l'envie de partager un moment fort avec des gens, avec l'âge, avec de plus en plus de bienveillance possible, mais sans, tu vois, c'est pas la bienveillance nunuche, quoi, hein, tu vois, c'est vraiment d'essayer de trouver l'unité aussi entre les gens, et puis ouais, vivre un moment fort, et puis après les retraites, c'est autre chose, mais c'est toujours dans cette idée de retrouver de l'authenticité et de laisser les gens tels qu'ils ont envie d'être, et de les laisser vivre. Donc voilà, c'est à peu près ça qui se tricote entre le social, le monde du bien-être, mais le yoga, c'est pas le bien-être, hein. Pas en tout cas dans sa forme classique, du tout. C'est devenu du bien-être, ouais. Mais c'est pas ça du tout, quoi, à la base. C'est pour s'échapper de la souffrance, hein, à la base, dans sa formation classique. C'est pas du tout, c'est le contraire. Mais voilà, c'est le fil conducteur, ouais. Et est-ce que tu as déjà, à travers le yoga, atteint des états un peu de transe ou des états de méditation avancée? Ou est-ce que tu as eu des visualisations? Est-ce que tu as senti ton corps différemment? Est-ce que tu as eu des couleurs qui te sont venues ou des odeurs? Ou est-ce que sensoriellement, tu as connu des choses différentes avec le yoga? Bon, par exemple, je me rappelle d'une retraite, à un moment donné, on se retrouvait à 6, c'était la fin de la retraite, il y avait juste une bougie, on savait que c'était la fin, c'était la dernière méditation, tu dis au revoir, et là il y a un silence, quoi. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, qu'il y a beaucoup d'émotions, d'unité. D'ailleurs, il y en avait une qui a commencé à pleurer, l'autre qui a commencé à se lâcher. Donc oui, tu as des fois même mais c'est des émotions vraiment variées, c'est-à-dire tu peux avoir aussi des émotions hyper feu, quoi, aussi, quelque chose où tu donnes quelque chose de tellement énergique que tu as l'impression que tout le monde s'injecte ou t'injecte une énergie complètement folle à 300 degrés, quoi. Parce qu'en fait, ce qui m'intrigue, c'est le fait que tu aies expérimenté un peu les extrêmes dans ta jeunesse. Et là, le yoga, j'ai l'impression que c'est aussi une forme d'extrême. On va aller chercher l'extrême dans le corps, dans les étirements, dans les mouvements. Et du coup, cet extrême dans le corps, est-ce que c'est aussi un extrême dans le mental d'une certaine façon? Ou le mental, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans la psyché. Et le yoga n'est qu'un autre outil de connaissance, parce que aussi, bon, on apprend beaucoup les postures, mais il y a aussi la respiration, il y a la méditation, mais il y a aussi toute la philosophie, tu vois, du yoga. Donc du coup, cette philosophie-là, c'est aussi un outil de connaissance de soi. J'ai l'impression que ça peut se passer dans plein de domaines différents aussi, quoi, tu vois. Ça pourrait être la cuisine, le tir à l'arc, tu vois. Et est-ce que dans ton parcours, tu as eu des éléments déclencheurs ou des événements qui ont changé la façon dont toi tu te perçois ou la façon dont tu décides de t'explorer
ou d'explorer tes différentes pratiques? Est-ce que tu as eu des événements qui ont vraiment fait un marqueur? Et moi, je pense que ça a été des expériences très dures qui m'ont amené à créer des ruptures de vie pour, euh, pour avancer, mais aussi pour me protéger. Et forcément, quand quelque chose t'arrive de très fort, quoi, tu vas forcément, malgré toi, te poser. Tu peux pas fuir. C'est impossible. Tu dois gérer, tu dois l'accueillir et de là naît forcément des décisions. Et c'est là où se créent des changements. Donc ça peut être des fois des sauts dans le vide, mais moi au lieu d'imaginer une piscine vide, je préfère imaginer un deltaplane, tu vois, de me dire que plus avec l'âge, je me dis c'est un outil de transformation à nouveau pour élever ta conscience. Voilà, et à un moment donné, être de plus en plus conscient, responsable, mais profiter aussi de la vie au maximum. Mais quand je dis profiter, c'est pas juste aussi profiter des choses positives. C'est accueillir la vie aussi comme elle est, quoi, comme elle te vient, mais essayer d'embrasser tout ça à chaque fois. Je suis très attiré, tu sais bien, par les mondes invisibles, euh, par la conscience universelle, par ce qui nous relie, qui nous dépasse. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. J'ai toujours cru qu'il y avait une force qui était plus forte que nous, qui était activée par nous tous. Euh, donc c'est assez abstrait comme ça, mais j'ai toujours été attiré par ça, par les énergies, par ce que dégage une personne ou des ambiances. C'est le parcours aussi de ma vie, quoi. Quand je fais les sauts dans le vide, oui, c'est une forme de lumière, mais c'est aussi c'est pour une évolution de conscience, très clairement. Parce que la vie est mouvement. Une vie sans mouvement, c'est pas une vie, quoi. Je ne sais plus qui a dit, la seule chose qui est stable, c'est le mouvement. Si on croit que tout est stable, c'est pas vrai, quoi. Rien n'est stable, tout est instable. Donc du moment où tu intègres ça aussi dans ta vie, tu te dis que le mouvement, le changement, euh, euh, il est naturel. Moi, je trouve que dans nos sociétés, justement, on devrait inculquer ça. Que le changement est naturel, que se remettre en question, c'est naturel, que les crises, c'est naturel, et que c'est normal, ça fait partie du flow, quoi. C'est dans le vide que tu inventes. Donc j'ai envie d'inventer quelque chose, mais il faut que je ressente ce vide, tu vois. Où tu te dis, ah, tiens, là il y a un éclair, là il y a une lumière, il faut que je vibre pour faire vibrer l'autre, tu vois. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi d'avant, soit ton toi de très jeune ou à ton toi d'il y a quelques années? Tu vas démarrer, tu vas être très très timide, tu vas beaucoup observer parce que tu vas pas trouver ta place et tu vas te rendre compte que tu ne sais pas ce que tu fous là. Mais petit à petit, grâce à ta hargne, ta détermination et peut-être aussi ta colère, petit à petit tu vas te trouver, te perdre, te trouver, te reperdre, mais finalement au bout d'un moment, tu vas y arriver et tu vas petit à petit vouloir devenir qui tu veux être. Donc vas-y. On a besoin d'amour, quoi. Tu vois, ça devrait être une, une- c'est une vérité absolue, hein. Ça devrait être la réalité. Sauf que tu dis ça encore un peu maintenant, on se dit, quoi, un peu moins maintenant, quoi, quand même. Mais c'est quoi ce hippie avec ses messages? Mais oui, hein. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la peinture? La peinture, c'est arrivé au moment du confinement. C'est à un moment donné où je me suis dit, waouh,
le monde peut devenir terne, il faut vraiment que tu trouves de la couleur. Moi, j'avais de la chance à ce moment-là, parce que j'étais très très bien entouré. En plus, j'avais une situation qui me permettait de ne pas souffrir trop. Et je me suis dit, là encore, pourquoi pas créer quelque chose de nouveau. J'ai toujours dessiné pour moi, et je me suis acheté 3 crayons, 3 machins, un truc, et j'ai commencé à créer. Vu qu'on était isolés, j'avais envie de représenter les gens. À la base, la communauté LGBT, Q, machin, nana, mais l'humanité, j'avais envie de montrer pareil, quoi, l'amitié, l'amour, la fête, mais parce que c'est important aussi de dire que la fête, c'est pas juste la fête. La fête, ça peut être très profond. C'est un moment donné où tu vas te confier à quelqu'un. Ça peut être un moment où tu vas enlever ton masque, où tu vas plus te sentir regardé. Tu vas plus regarder l'autre non plus comme tu le regardes d'habitude, etc. Et je voulais montrer ça aussi en peinture. J'ai exposé à Bruxelles, maintenant je suis à ma 4e expo. Ça s'est très bien passé et en termes à tous les niveaux. Puis moi, au fur et à mesure, ça s'est affiné. C'est-à-dire, c'est vraiment entre l'abstraction et le côté figuratif. J'aime bien qu'à la fois ça représente quelque chose pour les gens, mais on ne sait pas trop. De laisser un peu comme ça une zone de mystère dans le tableau. Voilà, pour le moment, je suis là-dedans. Et juste pour finir, donc tu continues à faire de la musique électronique via Gisèle. Ouais. Donc là, est-ce que c'est un autre moyen d'expression? C'est la continuité de quelque chose? C'est un projet qui est spécial parce que c'est le prénom de ma mère et je voulais lui rendre hommage. C'est Gisèle sans E. Je voulais un projet comme ça assez radical d'électro, chansons françaises, textes en français avec des mots un peu scandés. Que ça soit aussi hyper dansant mais hyper libre. Et voilà, j'ai démarré ce projet il y a 1 an et demi et je le laisse complètement libre et exister. Bon, là, dernièrement, par exemple, j'ai tourné un clip avec des personnes âgées parce que ça parlait de désir, le morceau. Je me suis dit, pourquoi pas décaler les propos? On voit toujours dans des clips vidéo des gens jeunes, etc. Pourquoi pas montrer le désir, la fête, l'amitié chez les personnes âgées? Elles vivent toujours et elles vivent des fois très bien. Et encore, pareil, lutter contre les stéréotypes, voir qu'elles peuvent se sentir bien. Quand je dis elles, c'est qu'il n'y a eu que des femmes, tu vois, et qu'au début, je voulais des mecs, mais ils ne sont pas venus. Et finalement, c'est devenu un peu comme une militance féminine, quoi, de proposer ce clip avec ces personnes âgées. Elles avaient entre 75 et 85 ans. Et elles ont été fabuleuses. Elles ont dansé sur de la house, où le morceau dit « Tu me tournes autour, mais tu ne m'auras pas, ou presque ». Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Lina. Et c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Il y a des moments où j'ai eu des frissons. Hein. Ah merde. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci d'avoir accordé de votre temps à cet épisode d'Inner Voyage aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et si le témoignage de Florian vous a touché, à nous attribuer une note ou un commentaire. À bientôt!